Le Groenland tel qu'on le connaît est en sursis. D'ici 2100, il n'en restera presque rien. Ne voyons pas cette masse blanche sur la carte comme permanente. C'est juste une illusion. Oui, ça semble solide, figé dans le temps, mais en fait, ça disparaît rapidement. Les derniers modèles climatiques sont plus qu'alarmants. Ils suggèrent que selon des scénarios de fort réchauffement, l'inlandsis du Groenland pourrait perdre plus de la moitié de son volume d'ici la fin du siècle. Pour les scientifiques, ce n'est peut-être qu'une ligne sur un graphique, mais qu'en est-il des gens qui vivent sur l'île? Leur foyer est en train d'être effacé en temps réel. Si cette glace fond entièrement, le niveau mondial de la mer monterait de plus de 7 mètres, redessinant les côtes du monde entier. Ce sera un pur cauchemar géologique, mais il y a aussi un changement plus discret qui se produit ici même, un changement que les satellites ne captent pas toujours. Penchons-nous sur la société groenlandaise et zoomons sur ces minuscules colonies côtières. Inutile de dire que la vie ici ne se résume pas seulement au froid. Elle est aussi impitoyable. Pour mieux se l'imaginer, les légumes frais coûtent une fortune. Internet est un luxe. Et la plupart du temps, il fait pratiquement nuit. Les résultats sont faciles à imaginer car ces conditions rudes pèsent lourd. Le Groenland lutte actuellement contre une grave crise de santé mentale et une situation déchirante liée au profond poids émotionnel de l'isolement. Pour la jeune génération, la réalité n'offre qu'une seule direction, celle de quitter cette île. Ils partent au Danemark pour étudier ou travailler et une fois qu'ils goûtent à une vie où les courses sont bon marché et où le soleil brille en hiver, ils reviennent rarement. Déclin démographique brutal, les petits villages se transforment lentement en villes fantômes à mesure que les aînés s'éteignent et que les jeunes ne reviennent jamais. D'ici 60 à 70 ans, le Groenland se trouvera dans une situation vraiment tragique et ironique. Imaginez ceci. À mesure que la glace recule, elle expose d'énormes gisements de minéraux de terres rares. Combien? On parle d'assez de matériaux pour alimenter un quart des futurs véhicules électriques du monde. La nation entière pourrait devenir incroyablement riche, mais y aura-t-il quelqu'un pour en profiter? Les scientifiques en doutent, c'est certain. Si on zoome sur le Groenland depuis l'espace, il paraît blanc et paisible. Mais en profondeur, quelque chose bouge peut-être. Depuis des années, les radars montrent d'étranges distorsions en forme de panache inexplicables. Quelque chose déforme la glace de l'intérieur et la pousse vers le haut, et les scientifiques comprennent enfin de quoi il s'agit. Le Groenland est la plus grande île de la Terre, à peu près de la taille du sud-ouest américain tout entier. Plus de 80% est recouvert d'une calotte glaciaire, pouvant atteindre 3000 mètres d'épaisseur. Si elle fond, le niveau des mers montera de 7 mètres, ce qui, en gros, signifie « adieu les côtes de Floride ». Ce qui est fascinant, c'est que sous ces 3 km de glace se cache un paysage entièrement dissimulé. Il y a des montagnes, des chaînes entières scellées dessous. Il y a même un canyon massif de près de 750 km de long, plus long que le Grand Canyon. Il n'a été découvert qu'en 2013, grâce à un radar perçant la glace. On parle d'un réseau de canyons privés de lumière depuis des millions d'années. C'est le seul endroit au monde comme ça. Ce même radar révèle aussi les couches internes de la glace. Imaginez-les comme des pages ou des chapitres ajoutés à un livre chaque année. La neige tombe à environ moins 11 degrés et ne fond jamais vraiment. Elle s'accumule, se compresse et se transforme en glace glaciaire dense. En s'empinant, elle dérive aussi lentement, très lentement vers l'océan grâce à la gravité. À l'intérieur profond, ce mouvement est à peine perceptible. Peut-être quelques centimètres par an. C'est en tout cas ce que les scientifiques s'attendent à voir en sondant les profondeurs. Mais dans certaines parties du nord du Groenland, c'est différent. Ces couches bien nettes ne sont pas à plat. Elles se courbent vers le haut. On dirait que quelque chose, au fond de la glace, la soulève lentement par en dessous. Alors, que se passe-t-il vraiment? La nouvelle hypothèse, c'est la convection thermique à l'intérieur de la glace. Ça semble compliqué, mais le principe est simple. La surface du Groenland peut descendre sous les moins 40 degrés, tandis que la base, tout en bas, peut être légèrement plus chaude. La Terre libère de la chaleur en permanence vers le haut,
Et la pression de près de 3 km de glace abaisse le point de fusion là-dessous. La différence de température est faible, mais sur une telle épaisseur, même le plus petit écart compte. La glace reste solide, mais les couches profondes deviennent plus faciles à déformer. Sur de très longues périodes, cette glace plus souple peut s'élever en dôme lent, tandis que la glace froide au-dessus se tasse autour, courbant les couches autrefois plates en ces formes de panache détectées au radar. Ça ne se produit qu'à certains endroits. La glace doit être assez épaisse pour que ce mouvement vertical lent ait lieu. Si elle est trop fine, il n'y a pas assez d'espace pour que la boucle se forme. Et si elle est trop tirée latéralement, le schéma est perturbé. C'est pourquoi on ne voit ces panaches que là où le Groenland est à la fois épais et plutôt calme. Mais le Groenland ne change pas qu'en dessous. Il se transforme aussi en surface, ou plutôt, il s'ouvre par le haut. On parle de véritables trappes dans la glace appelées moulins. Imaginez des trous d'évacuation verticaux en plein milieu de la calotte glaciaire. En été, l'eau de fonte ne ruisselle pas toujours tranquillement vers le bord. Parfois, elle trouve un point faible, l'arrache, et d'un coup, le flux entier disparaît, formant un gouffre profond. Certaines ouvertures de moulins font plusieurs mètres de large, et le puits peut plonger sur une centaine de mètres à la verticale. Dans les cas extrêmes, ils peuvent atteindre presque la base de la calotte glaciaire. Quand les scientifiques ont essayé de faire coller les calculs sur l'eau, ça ne marchait pas. La seule explication, c'est que le moulin est bien plus grand à l'intérieur qu'il n'y paraît vu d'en haut. L'ouverture n'est qu'une porte d'entrée, et en dessous se trouve toute une salle cachée creusée dans la glace. Et ce détail compte, car une plus grande salle peut stocker plus d'eau. Plus d'eau stockée signifie plus de pression, et plus de pression peut faire glisser la glace plus vite. Et voici le point crucial, ces puits sont de véritables autoroutes acheminant l'eau de fonte directement à la base de la calotte. L'eau qui coule là-dessous lubrifie la glace. Toute cette eau agit comme de la graisse sur une plaque de cuisson. Elle permet aux glaciers massifs de glisser bien plus vite vers l'océan. Les plus gros moulins peuvent livrer plus d'eau plus souvent, parfois en poussée soudaine. Ça augmente la pression à la base et pousse même l'eau dans les fissures, créant des zones fragiles qui rendent le réseau encore plus efficace l'été suivant. Alors, il y a ces panaches étranges. Il y a les moulins, et ce n'est pas tout. Le Groenland a un historique de perte massive de glace lors d'effondrements spectaculaires, appelés vélages. On a des traces de blocs de glace, grands comme des gratte-ciel, se détachant soudainement d'un glacier pour disparaître dans l'océan. En 2015, le glacier Jakobshavn a libéré un iceberg de la taille de Manhattan. Et en 2020, le glacier Spalt s'est effondré, envoyant plus de 100 km² de glace dans la mer. Ce sont des avalanches géantes avec des blocs qui craquent, basculent et s'effondrent comme des dominos avant de s'écraser dans l'océan. Parfois, la glace se retourne complètement en touchant l'eau, projetant un mur d'embras glacé à des dizaines de mètres dans les airs. Le bruit est absolument assourdissant. Il résonne sur l'eau comme une série interminable de coups de tonnerre. Quand un morceau de glace de la taille d'un pâté de maison frappe l'océan, il crée des vagues massives capables de submerger les bateaux proches. D'autres fois, d'immenses plaques dérivent lentement comme des îles gelées, finissant par se fragmenter en morceaux plus petits. On sait que le Groenland peut perdre des quantités colossales de glace sans catastrophe majeure. Une section de 500 mètres d'épaisseur, appelée dôme de Prudhoe, a fondu entièrement il y a 7000 ans lors d'une période de réchauffement normal. Le Groenland n'a pas besoin de devenir brûlant pour perdre sa glace. Il suffit qu'il reste chaud un certain temps. Les scientifiques savent aussi que la glace peut remonter les profondeurs. L'eau peut creuser à travers la glace, et les roches en dessous montrent que le Groenland a déjà perdu de grands dômes glaciaires par le passé. C'est peut-être la meilleure preuve, bon, peut-être pas la meilleure, mais certainement la plus mignonne que le Groenland traverse des changements, le comportement de ces créatures. Elles ont l'air mignonnes pour nous, mais elles sont en réalité très dangereuses pour leur proie. Les orques sont des épaulards. Elles ressemblent à des torpilles noires et blanches avec un aileron dorsal digne d'un méchant de film Pixar. Le truc, c'est qu'elles chassent en groupes familiaux coordonnés et sont assez intelligentes pour planifier. Elles trônent tout en haut de la chaîne alimentaire.
Ce qui se passe, c'est que les orques n'aiment pas vraiment la banquise épaisse, pas parce qu'elles ont peur, mais parce que c'est un piège. La glace peut bloquer les troupes pour respirer, gêner leur chasse, ou simplement rendre les déplacements plus difficiles. Pendant longtemps, la banquise épaisse a servi de barrière naturelle, les tenant à l'écart de certaines zones près du Groenland. Aujourd'hui, cette barrière n'est plus aussi fiable. Comme l'océan autour du Groenland reste libre de glace plus longtemps, les proies se dispersent dans des zones autrefois inaccessibles, et les orques suivent. Les animaux qui comptaient sur la glace comme refuge se retrouvent soudain totalement exposés. L'eau nouvellement libérée se transforme en buffet à volonté pour les baleines. Le résultat ? Les orques réagissent au nouveau terrain. C'est comme voir un boss entrer dans un niveau qui était verrouillé. Dès qu'on les voit se balader comme si l'endroit leur appartenait, on sait que l'environnement a déjà changé. Ces dernières décennies, le Groenland perd sa glace plus vite qu'avant, et tout ça finit dans l'océan. Ce n'est donc pas juste un mystère sympa sur de drôles de formes au radar. Les prévisions du niveau des mers reposent sur la capacité à prédire le comportement de la glace. Si une glace de plusieurs kilomètres d'épaisseur se comporte comme de la pâte bouillonnante, cache d'immenses réservoirs souterrains et perturbe la faune locale, les anciennes prédictions ne valent plus rien. Le Groenland est un système vivant contenant assez d'eau pour submerger la Floride, faisant de chaque nouvelle découverte un enjeu considérable. Le Groenland. Il est probable que vous ne sachiez pas grand-chose de cette contrée. Pour vous, ce n'est qu'une terre lointaine et glacée au nord, à la population clairsemée, n'est-ce pas? Mais que diriez-vous d'entreprendre une véritable exploration? Pas une visite emplie de banalités sur les monuments locaux ou sur la magnificence des volcans et paysages. Non, aujourd'hui, vous entendrez des choses susceptibles de réellement éveiller votre désir de découvrir ce territoire. Prêt? Allons-y. Le gigantesque Groenland est en mouvement. À cet instant précis, littéralement. Si vous avez toujours rêvé de faire le trajet le plus lent de votre existence sur un gigantesque morceau de terre, le Groenland s'impose. Mais comment cela peut-il être possible? Le fait est que le Groenland n'est pas un continent, c'est une île, la plus vaste au monde, soit dit en passant. Et, comme vous le savez sans doute, la majeure partie de sa surface est recouverte de glace. Depuis des siècles, cette glace fond, et ces dernières décennies, sa fonte s'est accélérée. À mesure que la glace s'amincit et disparaît, l'île entière se déforme. Et cette déformation peut avoir des répercussions à l'échelle mondiale. Selon les chercheurs, le Groenland se déplace vers le nord-ouest d'environ 2 cm par an, tout en s'étirant dans certaines régions et en se comprimant dans d'autres. Mais pourquoi cela survient-il? 3 facteurs l'expliquent: le mouvement des plaques tectoniques, la fonte des glaciers, et le plus déterminant, le rebond post-glaciaire. Attendez, le quoi? Cela paraît complexe, mais ça ne l'est pas vraiment. Pour en saisir le mécanisme, allongez-vous un instant sur votre lit, restez-y, levez-vous, puis observez le matelas. Vous remarquez l'empreinte laissée par votre corps? Observez comment elle se relève lentement et retrouve sa surface lisse. Tel est le rebond post-glaciaire, appliqué à l'échelle de votre chambre. Le même phénomène se produit avec la croûte terrestre lorsqu'une masse colossale de glace exerce son poids. Le sol n'est pas aussi rigide qu'il n'y paraît. Il se plie sous la pression. Et lorsque ce poids disparaît, il reprend progressivement sa forme initiale. La dernière période glaciaire s'acheva il y a seulement 11 700 ans. À cette époque, d'immenses plaques de glace, dépassant 3 km d'épaisseur, recouvraient la quasi-totalité de l'hémisphère nord. Ces glaciers ont depuis longtemps disparu, mais la Terre continue de se soulever, tout comme votre matelas. Pourquoi si lentement? Parce que des milliards de tonnes de glace ont pesé sur la surface de la planète pendant des millénaires. Il faut un temps considérable pour que la croûte terrestre s'en remette. Ainsi, le rebond post-glaciaire constitue l'une des raisons majeures pour lesquelles le Groenland se déplace et change de forme. Vous ne le percevrez peut-être pas à l'œil nu, mais de 2002 à 2025, sa calotte glaciaire a perdu environ 264 gigatonnes de glace par an. Pour vous aider à visualiser cette quantité, prenons un exemple. Une gigatonne correspond à 1 milliard de tonnes. Une baleine bleue pèse approximativement 200 tonnes. Cela signifie qu'une gigatonne équivaut au poids de 5 millions de baleines bleues. Multipliez maintenant ces 5 millions de baleines par 264. Voilà la quantité de glace que le Groenland perd chaque année. Et, naturellement, une fonte d'une telle ampleur ne se produit pas sans répercussions.
La fonte des glaces en Arctique et au Groenland transforme significativement notre planète. À mesure que la glace disparaît, moins de lumière solaire est renvoyée dans l'espace, emprisonnant davantage de chaleur et générant des phénomènes météorologiques extrêmes dans le monde entier. La montée des eaux menace les villes côtières et les petites nations insulaires, tandis que les changements climatiques perturbent l'agriculture et mettent en péril la sécurité alimentaire. La faune, comme les ours polaires et les phoques, perd des habitats essentiels. La disparition des glaces ouvre de nouvelles voies maritimes. Cela peut sembler avantageux, mais imaginez les marées noires en cas de naufrage. Mais existe-t-il des effets positifs liés au recul des glaciers? À vrai dire, oui. De nouveaux prés, forêts et terres fertiles pourraient surgir là où la glace régnait autrefois. Certes, cela accroît aussi les émissions de méthane dans l'atmosphère, mais ne nous attardons pas sur les aspects négatifs pour l'instant. Rappelons que ceci reste une visite du Groenland. Alors, pourquoi ce territoire presque entièrement couvert de glace et de neige porte-t-il le nom de Groenland? Simplement parce que ce fut un habile stratagème marketing des Vikings. Le Groenland fut fondé par Éric le Rouge vers l'an 982. C'était un Viking puissant et colérique, exilé d'Islande. Il fut le premier à établir une colonie sur l'île, avant d'inviter d'autres compatriotes à le rejoindre. Pour attirer ses colons, Éric le Rouge décrivit l'île comme verte et fertile, allant jusqu'à la nommer Groenland. D'une certaine manière, il ne mentait pas totalement. Il y a environ 2,5 millions d'années, l'île était effectivement verdoyante. Cependant, sa campagne marketing ne connut pas le succès escompté. Même aujourd'hui, le Groenland reste l'un des lieux les moins peuplés de la planète, avec environ 57 000 habitants. Certes, il attire des touristes, mais leur nombre reste bien inférieur à ceux visitant Rome ou Barcelone. Et quel est l'aspect le plus fascinant de cette île? Les moyens de transport. Dans les villes, on trouve des routes classiques, mais aucune autoroute ne relie les localités entre elles. Les chemins de fer sont également absents. Dans la capitale de Nuuk, il est possible de circuler en voiture. Mais pour rejoindre une autre ville, telle que Qaqortoq, il faudra recourir à une motoneige ou à un traîneau à chien. L'option de l'hélicoptère existe, mais son coût est élevé. Le moyen de transport le plus utilisé demeure cependant le bateau. N'est-ce pas impressionnant? Alors que la plupart d'entre nous voyagent par route ou par train, les habitants du Groenland glissent régulièrement sur des eaux glacées, entourés d'icebergs majestueux. Si le froid ne vous séduit pas, vous pouvez visiter cette contrée durant l'été. Dans le sud de l'île, les températures peuvent atteindre les 9 degrés, voire davantage. Mais préparez-vous à des troubles du sommeil. Du 25 mai au 25 juillet, le soleil ne se couche pas. Jour et nuit, le ciel reste éclatant, ce qui peut provoquer de l'insomnie. En revanche, vous aurez la chance d'observer un phénomène naturel extraordinaire, le soleil de minuit. Et de septembre à avril, les aurores boréales offrent un spectacle à couper le souffle. Mais si vous êtes fasciné par les mystères et les énigmes historiques, vous voudrez peut-être enquêter sur l'un des plus grands liés au Groenland, la disparition des Vikings. Comme vous le savez, Éric le Rouge y établit une colonie. Vers l'an 985, des Scandinaves quittèrent leur péninsule et atteignirent la côte sud du Groenland, où vivaient déjà des peuples autochtones, ancêtres des Inuits actuels. Ceux-ci étaient d'excellents chasseurs et pêcheurs, parfaitement adaptés à leur environnement. On ignore s'ils ont mené de grandes batailles contre les nouveaux venus, mais des affrontements locaux ont bien eu lieu entre eux et les Vikings. Ils vécurent donc ici pendant environ 500 ans. Ils bâtirent des maisons, profitèrent des paysages, fondèrent des familles et constituèrent une communauté fonctionnelle. Puis, ils abandonnèrent les colonies, ne laissant derrière eux que des ruines. Que leur est-il arrivé? L'explication la plus répandue était que les Vikings ne purent s'adapter au climat. À leur arrivée, le temps était plus doux, mais les températures chutèrent ensuite de façon drastique. Les Vikings étaient des guerriers et des marchands par nature. Ils pillaient, voyageaient et troquaient. Mais ces qualités n'avaient guère d'utilité au Groenland. Peut-être ne purent-ils simplement pas modifier leur mode de vie pour se consacrer à la pêche et à la chasse. Cependant, cette version a été rejetée par de nombreux spécialistes, car les archéologues ont découvert des vestiges de vastes fermes vikings. Les recherches indiquent qu'au moins plusieurs milliers de personnes habitaient en ces lieux. Les derniers écrits les concernant sont des lettres remontant à 1424. Tout semblait bien se dérouler. Les Vikings élevaient du bétail et avaient appris à gérer le froid.
Mais ensuite, un événement survint. Dans les années 1700, des missionnaires protestants arrivant de Norvège découvrirent uniquement des Inuits. Pas un seul viking. Des études récentes avancent une théorie beaucoup plus réaliste sur ce qui a pu se passer. La disparition des Vikings coïncide avec le début du petit âge glaciaire, période durant laquelle les températures chutèrent brutalement dans de nombreuses régions du globe. Ce refroidissement provoqua une élévation du niveau de la mer autour du Groenland. Attendez, comment un refroidissement peut-il faire monter les eaux? Cela n'arrive-t-il pas plutôt lors du réchauffement? Souvenez-vous du rebond post-glaciaire. À mesure que la masse de glace du Groenland s'alourdissait, elle enfonçait la terre. Le littoral s'abaissait. Les Vikings n'étaient probablement pas préparés au froid soudain, ni à l'inondation de leur colonie. Et donc, ils partirent. Mais bien sûr, cela demeure une hypothèse. Que pensez-vous qu'il se soit réellement passé?